Bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre. INSAF est en train d'arriver. Ah. Bonjour INSAF. Bonjour, désolée, je l'avais mis du mauvais côté, je suis Pas de problème, pas de désolée. problème. Moi j'ai été censurée quelques secondes par Instagram parce que je diffusais du Aretha Franklin sur mon live. Ah Donc bah on c'est m'a ça qui dit. a fait que ça a coupé? Ouais, voilà. Donc c'est pas grave. Bon bah écoute, il ferait mieux de couper autre chose. Alors, Tout à fait. je fais les derniers petits réglages. Il n'y a pas de problème, prends ton Je temps. me suis expatriée dans ma cuisine parce que mon fils est à la maison aujourd'hui. D'accord. Je le fais à côté de mon fils évidemment. On n'aura pas le même degré d'intensité et de focus. Il y a pas de problème. Moi, tu vois, c'est des conditions un peu particulières aujourd'hui parce qu'il y a des gros travaux dans mon immeuble. Donc, j'espère que tu m'entendras bien. Normalement, on m'a dit qu'il allait pas trop avoir de bruit dans l'heure qui suit, mais voilà, si jamais tu m'entends mal, n'hésite pas à me dire et puis je tenterai de m'isoler. Super, bah du coup j'ai mis mes écouteurs. Peut-être que le Ok, son sera super. meilleur. Bon bah tout d'abord, Insaf, merci beaucoup de me rejoindre sur ce live. Voilà, je sais que on a mis quelques mois à trouver une date qui allait pouvoir nous convenir à toutes les deux. Je sais que tu es très très prise, donc vraiment merci de prendre le temps bien de venir sur ce live avec nous consacré donc à la négociation salariale, aussi bien pour une prise de poste Mm, que mm. pour la demande d'augmentation. Alors bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui te connaissent, mais je vais te proposer malgré tout, si tu acceptes, de te présenter. En quelques mots, voilà, qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené aussi à créer le podcast Ma Juste Valeur et maintenant ton activité de conseil. Je t'écoute. Bah déjà, j'aimerais te remercier pour cette invitation. Je Je suis t'en ravie prie. d'être là. Merci aussi pour ta patience, parce que c'est vrai qu'on a mis du temps pour trouver un créneau qui pouvait convenir. On en a décalé quelques-uns, donc C'est vrai. je salue ta persévérance et ta patience et aussi ta bienveillance, parce que c'est important quand les choses Je se t'en font prie. qu'elles se fassent correctement. Avec Euh, plaisir. je suis ravie de découvrir ta communauté. Je suis ravie de retrouver celles qui me suivent. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Insa Felassini. Donc, je suis experte et coach en négociation de rémunération. Ça va faire près de 10 ans que j'accompagne des femmes à la négociation de rémunération. Alors, je parle de rémunération parce que c'est vraiment le terme générique qui va englober le salaire quand on est salarié, les tarifs quand on est indépendante et le traitement quand on est fonctionnaire de l'administration Oui, publique. c'est vrai, les fonctionnaires, on les oublie. On a On l'impression les qu'ils n'ont oublie. aucune marge de manœuvre, mais c'est faux. Oui, absolument. On pense qu'ils n'ont aucune. Et ils pensent aussi qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Alors, c'est pas les mêmes que pour les salariés et les indépendants, mais ils ont quand même une marge de manœuvre. Et moi, je leur apprends à l'identifier et après actionner les leviers nécessaires. Et puis, bah voilà, je fais ça depuis presque 10 ans maintenant. J'ai formé plus de 5000 femmes à la négociation de rémunération. Waouh, J'ai fait un bravo. tour de France, merci. Je suis très contente, je suis très fière de ce chiffre-là. Alors qu'à la base, j'étais pas très contente de ce chiffre-là, je te dirais pourquoi. Ouais, Mais voilà, donc j'ai fait le tour de France de la négociation de rémunération, j'ai fait le tour du monde. Et voilà, ma mission de vie, c'est vraiment d'apprendre aux femmes à connaître leur juste valeur, apprendre comment la déterminer, assumer aussi leurs désirs financiers, oser vocaliser le fait de vouloir gagner plus et gagner sa juste valeur. Et après, parler le langage des entreprises pour que nos demandes soient audibles et acceptables. Et donc, apprendre à demander pour obtenir la rémunération qu'on mérite. d'accord. Alors, je vais te poser une question parce que donc là, tu nous as parlé à la fois donc de salariés, d'entrepreneurs et de fonctionnaires. Est-ce qu'il y a une sorte de profil type de tes clients? Est-ce que c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes? Est-ce que c'est exclusivement des femmes? Est-ce qu'il y a une plutôt, voilà, plutôt quel CSP, quelle catégorie d'âge? Mm -mm. Alors moi, j'ai fait le choix d'apprendre à négocier, enfin d'apprendre cet art de la négociation et de construire un peu ma méthode, etc. pour les femmes. Donc je ne coach D'accord, surtout pas d'hommes. Je ne propose pas mes formations, elles ne sont pas disponibles pour les hommes. C'est d'accord. pas parce que j'ai envie de les exclure, pas du tout. J'adore les hommes et en presque 10 ans, tu peux imaginer que j'ai pu aussi coacher des hommes. Mais Ouais. voilà, j'ai fait ce choix-là parce que
En fait, ma juste valeur, c'est au-delà juste d'un programme de coaching ou d'un programme de formation digitale. Derrière, il y a un véritable engagement et la volonté, c'est de dire aux femmes, je sais que les sujets d'argent sont tendus, je sais que les sujets d'argent sont difficiles, je sais qu'il y a un vrai tabou sur les femmes et l'argent. C'est pour ça, par C'est ailleurs, vrai. que j'ai le podcast Ma Juste Valeur qui essaie de briser ce tabou-là et voilà, de lever ce tabou-là. Je sais à quel point c'est compliqué pour une femme de se saisir de ce sujet d'argent-là. Je vous comprends aussi parce que j'ai vécu la même chose. Je sais ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que moi-même j'ai vécu la même chose. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de vous apprendre comment obtenir la rémunération que vous méritiez en jouant les règles du jeu du monde de l'entreprise et du monde du travail. Parce qu'en réalité, les femmes, enfin, le monde du travail, c'est un monde qui a été construit par les hommes pour les hommes et avec les hommes. On On n'a est pas bien été pris d'accord. en compte, voilà, dans l'équation de départ. Et en réalité, nous, même si on est de très bonnes étudiantes, quand on arrive sur le marché de l'emploi, la réalité, c'est qu'on n'a pas les règles du jeu. Donc, c'est pour ça qu'on a le plafond de verre et quand c'est de la rémunération, c'est plutôt la chape de plomb. Et du coup, moi, mon objectif, c'est vraiment, j'ai vraiment envie d'empouvoirer les femmes. J'ai vraiment envie que les femmes deviennent puissantes et riches. J'ose le dire, j'ai pas de problème avec Mais ça. il faut le dire, oui. J'ai envie qu'elles gagnent de l'argent parce que la réalité, c'est que le pouvoir, pour avoir une place à la table des décisions, il faut avoir un pouvoir économique. Et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de pouvoir économique, eh ben, on continuera à subir les directions de notre société plutôt que les impulser. Et moi, j'ai vraiment envie que les femmes reprennent leur place, leur juste place dans la société. Donc, c'est pour ça que j'ai dédié mon activité aux femmes et que je suis très heureuse de le faire par ailleurs. Alors, justement, petite demande de précision, parce que tu me disais que tu avais quand même accompagné quelques hommes. Mhm. Ok. Donc, c'est un programme dédié aux femmes, mais que tu arrives quand même à. Enfin, s'il y a des hommes qui veulent te contacter, tu les refuses pas? En fait, le truc, c'est que moi, mes programmes d'accompagnement, ils sont vraiment dédiés aux femmes. J'ai D'accord. accompagné des hommes auparavant, mais c'était des hommes de ma famille, de mon cercle Oui. d'amis, de mon réseau, etc. Des Donc, c'était des VIP. hommes qui étaient proches. Voilà. Le meilleur ami de mon mari. Enfin voilà, j'ai accompagné des hommes parce que c'était des personnes qui étaient proches. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a il y a énormément de programmes sur la négociation de rémunération. Je suis pas la seule. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui font ça. Il y a d'autres coachs qui font ça aussi. Moi, je les dirige plutôt vers ces coachs-là parce que moi, j'ai vraiment envie d'avoir ce choix-là, ce luxe-là, de dédier mon activité aux femmes. Puis pour ceux qui veulent quand même avoir voilà, accès un peu à mes enseignements, ils peuvent toujours me suivre sur LinkedIn ou sur Instagram. Il y a plein de contenus gratuits que je partage. Libre à eux de les utiliser. Et c'est pas encore une fois pour les exclure, c'est juste qu'en fait, ma méthode, elle est vraiment dédiée aux femmes parce qu'elle a été construite basée sur l'expérience féminine en entreprise, dans le monde du travail et notamment dans sa relation avec l'argent. D'accord. Et j'ai une question à te poser aussi, alors, enfin, à laquelle je pense comme ça spontanément, mais est-ce que tu as déjà été aussi contacté par des personnes qui étaient non binaires, enfin, qui se catégorisaient ni homme ni femme, et dans ces cas-là, est-ce que tu les accueilles ou pas? Moi, franchement, j'accueille toutes les personnes qui sont vulnérables. Parce que la D'accord. réalité, si demain un homme m'écrit en me disant, écoute, je suis hyper vulnérable, je suis dans une situation de souffrance au travail, il y a X et Y choses qui se passent et aujourd'hui, voilà, il m'est arrivé d'avoir quelqu'un, un homme qui m'avait contacté en me disant, écoute, en fait, Cynthia, si j'arrive pas à obtenir une augmentation, je pense que je vais en faire un cancer. Ouais. Et donc, quand les personnes sont en situation enfin, de grande détresse, évidemment que je les aide, c'est évident. Et il n'y a il y a même pas une question d'argent derrière. Quand quelqu'un est vraiment en détresse, je l'aide au niveau que je peux. Et puis, effectivement, pour les non-binaires, bien sûr que je les accueille. En fait, l'idée, c'est pas de discriminer ou dire, toi, enfin, c'est pas de discriminer ou de mettre vraiment voilà, de dire qu'il y a un filtre à l'entrée, en fait. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment d'empouvoirer les personnes les plus vulnérables. Tu vois, par exemple, les personnes racisées, elles Oui. peuvent bénéficier de mon accompagnement. Parce que tu sois un homme ou une femme, quand tu es racisé, bah, c'est quand même plus compliqué de pouvoir naviguer et louvoyer dans le monde de l'entreprise et C'est être clair. reconnu à ta juste valeur. Donc voilà, ma cible, c'est vraiment les personnes qui sont le plus. C'est pas l'homme blanc de plus de 50 ans, si tu veux. C'est pas lui. Oui. Lui, il a d'autres On, coachs, je dirige vers ces autres coachs-là et on je a lui bien souhaite compris. beaucoup de bien par ailleurs. Hein. Je souhaite de mal à personne. Mais mon objectif, c'est voilà, empouvoirer les minorités parce que tant qu'on n'aura pas notre place à la table des décisions, eh ben, nous ne pourrons pas changer les choses. Et pour ça, il faut avoir un pouvoir économique. Yes.
Alors, j'avais une question aussi à te poser. Est-ce que toi, tu es plus souvent consulté sur des problématiques de négociation d'augmentation ou plutôt des négociations pour des entrées de poste? Alors, dans le cas du salariat, parce que j'ai bien compris qu'il y avait plein d'autres problématiques, mais en tout cas pour voilà, des bénéficiaires, enfin des Mhm. personnes accompagnées salariées. Alors que les personnes qui me contactent, qu'elles soient salariées, fonctionnaires ou indépendantes, mais on va focus la réponse sur les salariés, mais en fait, Ah ouais. c'est valable pour tout le monde. Elles viennent me voir parce qu'à un moment donné, elles sentent qu'elles ont abandonné leur pouvoir sur les sujets d'argent. Et donc, elles peuvent venir me voir parce qu'à un moment donné, elles sont en phase de recrutement ou elles sont en recherche d'emploi et elles veulent s'assurer que le poste qu'elles vont obtenir dans un futur très proche va être un poste qui les rémunère à leur juste valeur. Et j'ai aussi d'autres personnes qui viennent me voir parce qu'elles veulent obtenir une augmentation ou elles n'ont pas obtenu d'augmentation depuis longtemps. En tout cas, il y a un moment donné, elles sentent qu'il y a un déséquilibre entre leur contribution générale à une entreprise et la rémunération qu'elles obtiennent en contrepartie de cette Ouais. contribution-là, et elles veulent rééquilibrer les choses. En réalité, plutôt que de dire il y a un schéma sur les gens qui viennent me voir plutôt en phase de recrutement, c'est-à-dire pour la négociation d'entrée de la rémunération ou une renégociation de rémunération dans le cadre d'une demande d'augmentation salariale ou tarifaire ou de traitement. En réalité, le vrai dénominateur commun des personnes qui viennent me consulter, c'est des personnes qui ont un fort besoin de reconnaissance. Ouais. C'est qu'à un moment donné, elles se sont aperçues que sur le chemin, il y avait ce paramètre-là de la reconnaissance qui a été oublié et qui a été oublié par leur employeur, quel qu'il soit et peu importe son statut. Et en fait, elles veulent rééquilibrer les choses parce qu'elles ont trop souvent dit, elles ont trop souvent en fait dit oui aux autres et non à elles-mêmes. Et en fait, elles veulent apprendre à dire non, à mettre des barrières pour commencer à dire oui à elles-mêmes. D'accord. Ok. Non, mais c'est très clair. C'est vraiment très très clair. Et alors du coup, j'imagine que pour ton public d'entrepreneurs, en fin de compte, ça se situe plus sur euh, dans l'affirmation de ses tarifs, etc. Enfin, j'imagine que ça porte plutôt sur ça, sur ces problématiques-là, ou peut-être Alors, se faire régler de ses factures aussi, je sais pas. alors, vraiment, la spécificité de ma méthode et la raison pour laquelle elle a eu beaucoup de succès et qu'on en parle très souvent, etc., c'est qu'en fait, de manière générale, quand on apporte le sujet de la négociation de Mm. rémunération, on part du postulat que pour pouvoir négocier, il faut avoir confiance en soi. Ouais, Donc, en fait, les personnes abordent cette question-là en partant de leur confiance en elles plutôt que de la valeur de leur profil sur le marché du travail, de la valeur de leurs prestations. Donc, elles vont aller négocier en fonction de leur confiance en elles plutôt qu'en fonction de leur qualification, de leurs compétences, de leur expertise. Et en fait, moi, j'ai cassé tout ça, j'ai tout déconstruit. Et ma méthode, je l'ai construite en disant nos compétences, nos qualifications, notre expertise, notre technicité, notre savoir-faire, notre expérience, tout ça est un cocktail qui a une valeur sur le marché du travail. De la même manière qu'une baguette de pain a une valeur sur le marché de la baguette de pain, c'est pour ça qu'on voit que si tu vas à Franprix, tu vas la payer autour de 90 centimes d'euros. ouais, Si tu vas ou Carrefour ou peu importe, si tu vas en supermarché, tu vas la payer 80 centimes d'euros à peu près. Si tu vas chez un meilleur ouvrier de France, tu vas la payer 1,20 €. Et en fait, vous, c'est la même chose. Vos compétences, votre expertise et votre expérience, elles ont une valeur sur le marché du travail. Le tout, c'est d'aller découvrir cette valeur-là, d'établir une fourchette comme pour la baguette de pain, de ouais. construire ensuite une stratégie de négociation qui est alignée avec vos priorités de vie, votre tranche de vie et vos objectifs de carrière, et ensuite d'apprendre à demander pour obtenir, c'est-à-dire vocaliser votre juste valeur pour qu'en réalité, si votre employeur est un tant soit peu un employeur juste et intelligent, Et de bonne foi. il comprendra, c'est tout son intérêt économique de vous augmenter plutôt que vous laisser partir ou de vous accorder la rémunération que vous méritez ou qui est la représentative de la juste valeur de votre profil dans le cas d'une négociation d'entrée, plutôt que de perdre de l'argent à vous recruter, vous laisser partir, vous former, enfin, perdre de l'argent à essayer de gérer le turnover sur un poste. Donc moi, en fait, je vous apprends à faire tout ça. Une fois que vous avez appris à déterminer la juste valeur de votre profil, de mettre en place une stratégie de négociation, de l'aligner à vos besoins, je vous apprends à la vocaliser, c'est-à-dire parler le langage des managers, parler le langage de l'entreprise, parce que nous, les femmes, notre véritable difficulté, c'est après, on a une difficulté, mais on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités.
Notre qualité, c'est qu'on a une très grande et très forte intelligence émotionnelle. Mais sur le C'est sujet de vrai. la rémunération, ça se transforme en défaut parce qu'on se laisse noyer par nos émotions et on en devient l'esclave. En fait, moi, je vous apprends que voilà, comment mettre de côté vos émotions pour que ce soit un carburant, une boussole, plutôt que de vous laisser noyer par elle-même et mettre capoter finalement votre négociation de rémunération. Et c'est En pour fait, ça finalement que c'est vraiment inédit, c'est parce que c'est comme une formule mathématique en réalité. C'est aussi, et franchement, je le dis, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie. Il y a zéro magie. Je ne suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre. J'ai pas une rhétorique qui m'a pris 3 ans ou 17 ans à mettre en place. Il n'y a pas de magie. C'est aussi simple que ça. C'est une formule mathématique. Et une fois que vous avez compris cette formule mathématique, que vous avez compris que c'était simple, que vous avez les bons éléments de langage, le monde est à vous. ah, ça donne très envie, en tout cas. Et alors, toi, justement, du haut de ton expertise, parce que bon, tu es quelqu'un de, voilà, tu es quand même quelqu'un de, enfin, tu parles de toi malgré tout quand même avec humilité, mais tu as quand même une vraie expertise sur le sujet, et donc tu as un avis aussi sur le sujet. Comment t'expliques qu'on soit pas tous à l'aise avec le sujet de l'argent et que particulièrement, ben, voilà, les femmes ou d'autres types de minorités ne soient pas aussi à l'aise, se sentent pas aussi légitimes pour avec ce sujet? En fait, l'argent, c'est une notion qui est très complexe. Quand tu étudies un peu cette notion-là, tu t'aperçois qu'elle est un petit peu similaire avec le sexe. Tu vois, c'est du D'accord. domaine de l'intime, en fait. L'argent, surtout en France, on a une culture qui est très pudique par rapport aux questions d'argent. Si on fait une comparaison par rapport aux États-Unis, par exemple, on est très pudique sur les questions d'argent. On est extrêmement puritain sur ces questions-là. Et en réalité, notamment en France, l'argent, c'est du domaine de l'intime. De même manière que le sexe, finalement, c'est du domaine de l'intime. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand une femme parle ouvertement d'argent, qu'elle dit ouvertement qu'elle veut gagner de l'argent, qu'elle veut être riche, etc., très rapidement, elle reçoit un retour de bâton de la société qui la taxe de vulgaire. De la même manière qu'une femme qui parle ouvertement de ses désirs sexuels, de ses envies sexuelles, etc., on va la trouver vulgaire. C'est Hmm. en ça finalement que moi je fais ce parallèle-là avec le sexe. C'est vraiment pour aider les gens à comprendre que l'argent est tellement du domaine de l'intime et ses ramifications sont tellement très émotionnalisées dans nos schémas personnels qu'en réalité c'est quelque chose qui est très compliqué à appréhender. Comment on explique qu'une personne est plus à l'aise avec la notion de l'argent et plus à l'aise avec le fait d'affirmer sa valeur à elle et d'aller la demander, d'aller la réclamer et d'avoir aucun problème avec ça et une autre ne l'est pas. On va prendre l'exemple, enfin, plutôt que prendre un exemple, je pense on va plutôt étudier ce point-là à travers un exemple. Si tu nais dans une famille qui est très à l'aise avec la question de l'argent, par exemple une famille d'entrepreneurs, qui a appris que voilà, gagner de l'argent, c'était bien parce que quand tu gagnes de l'argent, ça te permet de faire vivre ta famille. Donc, c'est pas quelque Hmm. chose de mauvais. Qu'on t'a poussé à aller étudier les manières, à étudier la vente, comment te vendre, comment vendre ton produit, comment vendre tes prestations, etc. En réalité, tu grandis avec cette idée que l'argent, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de capital, parce qu'au final, c'est ce qui permet de mettre de la nourriture sur la table de ton foyer tous les Oui, jours et que en réalité, voilà, si tu as envie d'avoir cette certaine liberté, etc., il faut gagner de l'argent. Donc ton d'accord. rapport à l'argent, il va être différent. Si tu nais dans une famille où la famille a toujours eu beaucoup de problèmes financiers, que peut-être elle s'est fait, je vais prendre des exemples qui sont un petit peu aux antipodes, je vais faire un petit peu un grand écart, mais si tu as vécu dans une famille qui s'est peut-être fait expulser, qui a eu affaire à des huissiers, etc., l'argent, c'est les huissiers, c'est la banque. L'argent, c'est l'épée de Damoclès qui a failli détruire ta famille. Tu vas grandir avec cette idée-là que l'argent, c'est pas bien, l'argent, c'est sale, et que les gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui font du mal. Et du coup, en réalité, quand après tu grandis et tu deviens un adulte, bah, tu n'as pas le même rapport à l'argent, en fait. D'un côté, tu auras cette personne-là qui va comprendre que l'argent, c'est hyper important, que c'est important pour gagner en liberté, que c'est important pour pouvoir. C'est un moyen pour aboutir à tes fins. Hmm. Et de l'autre côté, tu vas avoir une personne qui va penser que l'argent, c'est très mauvais et que du coup, elle va nouer une relation qui est très complexe avec l'argent.
Donc, quand tu mets ces deux personnes-là dans un job au même poste et tu leur dis, bon, bah, maintenant, tu vas négocier ta rémunération, tu vas avoir la première personne qui a plutôt qui a une facilité à assumer sa juste valeur, et tu en as une autre où il va vraiment falloir faire un vrai travail pour essayer de comprendre d'où vient sa résistance et d'essayer de comprendre comment la réconcilier avec la notion d'argent pour qu'elle puisse finalement se réconcilier avec elle-même, avec sa Mm. valeur et être en mesure d'aller la vocaliser par la suite. Donc, je pense que l'argent aussi, notamment dans le cadre de la rémunération, c'est au-delà qu'une série de chiffres qui est que tu vas retrouver en bas à droite de ton relevé de compte. Ouais. L'argent, c'est vraiment la reconnaissance du travail accompli. C'est le niveau d'importance que tu te donnes à toi-même quand tu es entrepreneur et que tu mets en place des tarifs. Quel est le niveau d'importance, quel est le niveau de qualité, quel est le niveau d'expertise que tu donnes et de savoir-faire que tu donnes à ton tarif. Si tu es une indépendante et que tu fais un tarif, tu as un travail de qualité, que tu le fais à 5 euros, mais quel message tu envoies à tes futurs clients? Tu envoies un message que toi, c'est du made in China, quoi, finalement. Alors que si tu mets en place des tarifs, alors que j'adore la Chine, hein, j'embrasse les Chinois, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est de qualité moindre. Si tu mets en place des tarifs qui sont de 100 euros, ou peu importe, c'est vraiment pour donner un exemple, tu envoies le message à tes clients que le niveau de qualité de ton travail, c'est du Chanel. Et en fait, avant de pouvoir mettre en place une politique tarifaire quand on est indépendante, quelle est la valeur, quelle est ta vision, quel est ton regard sur la qualité de ton travail? Et il y a beaucoup d'indépendantes qui sont hyper freinées dans cet exercice-là de mise en place des tarifs, parce qu'en réalité, elles sont freinées par leurs barrières internes. Elles ont peur de ne pas trouver de clients, elles ont peur que ce soit trop cher, et elles n'ont pas une visibilité qui est claire et qui est suffisamment distanciée pour mesurer la juste valeur de leurs prestations et la juste qualité de leur travail. Et du coup, moi, en ça, je les accompagne pour leur dire, bon, bah écoute, la pratique de marché pour ta prestation ou ton service est dans cette fourchette-là. Maintenant, on construit une politique tarifaire qui va être la plus proche du niveau de qualité que tu transmets à tes clients. Et ça, c'est hyper important aussi de le faire parce que quand tu es salarié, finalement, tu abandonnes ton pouvoir à un employeur et tu laisses lui décider Oui. quel est ton juste salaire. Tu laisses le recruteur te dire, bah, vous, madame, ce sera tant. Tu laisses l'employeur te dire, bon, bah, toi, cette année, je ne t'augmente pas, ou toi, tu vas attendre 5 ans avant que je t'augmente. Et quand tu es freelance, bah, finalement, tu es à la merci de ton client parce que tu as peur que celui-ci ne te paye pas, tu as peur que celui-ci ne vienne pas, tu as peur que celui-ci te la fasse à l'envers. Donc, moi, je t'apprends aussi à reprendre le pouvoir sur tout ça et encore une fois, reprendre le pouvoir sur tes émotions pour pouvoir Ouais. rationaliser, factualiser et s'appuyer sur des données de marché qui vont permettre voilà, de hacker ton cerveau pour que tu ne tombes pas dans les travers dans lesquels tu tombes habituellement. Ouais, non mais c'est très intéressant ce que tu dis et bah, comme tu le sais, moi j'accompagne pas mal de gens qui sont en transition professionnelle et qui parfois se posent la question de changer de métier ou de secteur et parfois juste de conditions de travail. Et c'est vrai que le sujet de la rémunération, on est souvent bah, soit parce qu'on doit déterminer un revenu minimum dans le cadre de la définition de la future activité, soit parce qu'on sent que c'est un sujet problématique qui fait partie du sentiment d'insatisfaction et de frustration de la personne. Et alors, moi, il y a vraiment un schéma mental que je repère assez souvent, qui est, je dirais, à peu près au milieu entre, tu vois, les deux schémas volontairement caricaturaux que tu as présentés, qui sont des personnes qui ont bien compris l'importance de l'argent parce que bah, par la force des choses, ils se rendent bien compte que si on n'a pas de pouvoir d'achat, il y a tout un tas de choses qui sont compliquées et puis ensuite qui viennent aussi se répercuter sur bah, voilà la manière dont on est indemnisé pour la maladie, plus tard pour la retraite, pour le congé maternité, etc. Mais il y a aussi tout un tas de personnes qui se disent mes efforts seuls et mon implication seule vont payer. C'est-à-dire que, alors je parle plus pour des salariés, mais euh, je vais tout donner et on finira bien par se rendre compte de mon mérite, du fait que non seulement je fais ce qu'on me demande, mais en plus je le fais bien et je suis même particulièrement zélée. Et le moment venu, on s'en souviendra et on me récompensera. Et bien évidemment, le plus souvent, il y a une profonde désillusion voilà, qui s'ensuit parce que bah, un employeur, bien entendu, n'a aucun intérêt, puis je parle enfin, d'un intérêt purement économique,
pas en termes de management, mais économiquement, on n'a aucun intérêt à vous rémunérer, à vous rémunérer plus pour le même travail, puisque bah finalement, tant que vous acceptez de faire un travail de qualité pour un tarif qui est plutôt moindre par rapport à ce qui se pratique, c'est dans tout son intérêt. Et alors, sur ce type de profil, toi, quel conseil t'arrives à donner justement aux gens pour dire n'attendez pas, affirmez-vous, enfin, comment t'arrives un peu à les matrixer pour leur redonner confiance en eux et faire en sorte qu'ils soient de nouveau acteurs de ce sujet de la rémunération et de pas comprendre que c'est pas un truc purement vertical qui est décidé par leur employeur et qui s'impose à eux. Alors, merci pour cette question qui est hyper intéressante. Je la retrouve souvent, en fait. Et j'adore parce que finalement, et ça me permet de matraquer un petit peu mon message comme ça. En fait, la difficulté, c'est qu'on aborde, et c'est pour ça que je te dis qu'on ne connaît pas les règles du jeu. Ouais. On entre dans le monde de l'entreprise en pensant que c'est la prolongation de l'école. À l'école, quand tu fais un devoir que tu fais très bien, tu as une super note. Si tu fais un devoir, si on t'assigne un devoir et tu fais un peu moins bien, bah, tu as une moins bonne note. Et on se dit finalement, quel est l'équivalent de la note dans le monde du travail? C'est un peu la rémunération. Donc moi, en bonne élève, comme nous sommes toutes un peu, nous les filles, en bonne élève, je vais surperformer sur mon poste en ayant l'espoir d'avoir une bonne note. Puis on s'aperçoit que son collègue qui est à côté, il ne surperforme pas, il arrive en retard. Des fois même, il a un peu la bouche grande ouverte comme ça. Il ne fait pas le quart que ce que nous on fait. Et pourtant, à la fin de l'année, lui, il a une augmentation et moi, je ne l'ai pas. Et en fait, c'est vraiment de cette fausse croyance que viennent, et pour moi, cette fausse croyance est vraiment la mère de toutes les désillusions. L'école, l'entreprise, ce n'est pas l'école. L'entreprise, comment dire ça? De manière un peu polie. En fait, comme je disais, l'entreprise, ce n'est pas l'école. En entreprise, vous n'obtenez pas ce que vous méritez, vous obtenez ce que vous demandez. Et donc, la première règle du jeu dans le monde de l'entreprise en ce qui concerne la rémunération, c'est si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. Et ça, c'est vraiment la toute première règle du jeu. Pourquoi est-ce que je parle de règle du jeu? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'employeur, il n'a aucun intérêt à vous augmenter. Et ça ne fait pas de lui quelqu'un de malveillant, ça ne fait pas de lui un salaud, ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant. C'est juste que pourquoi vous voulez qu'il aille challenger un statu quo qui lui convient? Vous travaillez bien, vous ne faites pas de vagues, vous surperformez et en plus vous êtes rémunéré en dessous de d'autres valeurs sur le marché. Mais vous êtes du pain béni pour lui. Pourquoi est-ce qu'il irait ouvrir la boîte de Pandore et commencer à vous parler de rémunération? Donc, tant que vous ne lui en parlez pas, lui, il ne vous en parle pas. Tu vois ce que je veux dire, Lucie? Ouais, tout à fait, c'est très clair. Et ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant, en fait. C'est juste qu'en fait, dans le deal, il est gagnant. C'est comme si moi, je te dis, je suis sur Vinted, je viens de trouver un sac Chanel à 100 balles, qui sort vraiment, voilà, il n'a jamais été porté, il est parfait. Qu'est-ce que je vais aller envoyer un message à la vendeuse en lui disant, tu sais que tu ne le vends pas à sa juste valeur? Bah oui. Je vais pas faire ça. Je vais tout de suite appuyer sur le bouton. À la limite, je vais le revendre derrière, je vais faire une plus-value. Mais jamais je vais aller informer la personne en lui disant meuf, t'es complètement à côté de la plaque. Ce sac-là, ils ne vendent pas 100 euros. Et c'est pareil pour l'employeur. Ouais, en fait, c'est un très bon exemple. C'est en ça que moi, j'essaye de responsabiliser les gens. Je leur dis écoutez, on ne peut pas non plus abandonner son pouvoir en attendant. Et aussi, tu vois, se déresponsabiliser et laisser l'employeur être le maître du cours de notre vie. C'est à vous de vous responsabiliser. C'est à vous d'apprendre, c'est à vous d'identifier à quel moment votre ratio contribution-rétribution est déséquilibré. C'est à vous aussi d'engager la discussion avec votre employeur. C'est à vous de demander. Parce qu'en entreprise, encore une fois, on n'obtient pas ce qu'on mérite, on obtient ce qu'on demande. Donc, si c'est ça la règle du jeu et que vous ne la connaissez pas, fine. Mais maintenant que vous la connaissez, on se met en mouvement ensemble pour que vous obteniez au moins ce que vous méritez et plus que ce que vous demandez. Bon, je vais faire, ça me donne vraiment l'envie de faire un post Instagram, je te quote, parce que vraiment, cette phrase, je pense qu'elle est vraiment à rappeler à tout le monde. Voilà, en entreprise, on a ce qu'on demande, pas ce qu'on mérite. Je trouve que c'est très vrai et tu fais bien tu fais très très bien de le rappeler. J'avais, oui, aussi une autre question à te poser. En fait, j'ai plein de questions à te poser. Parce que tu sais aussi la principale crainte
Moi, souvent, quand on m'en parle, c'est ce qu'on m'objecte. On me dit, oui, mais tu comprends, si je demande une augmentation et qu'on me dit non, mon employeur risque de me dire, bah, de toute façon, si vous n'êtes pas contente et que vous voulez plus, vous n'avez qu'à partir. Et ça, c'est la grosse crainte qu'on nous montre la porte. Alors moi, souvent, ce que je dis, c'est que bah, finalement, si on vous montre la porte, c'est que c'est un employeur alors maltraitant dans le sens qui ne vous traite pas à votre juste valeur. Donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien et c'est pas parce qu'il vous montre la porte qu'il vous licencie parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Donc ça vous donne juste le top départ pour commencer à chercher ailleurs. Mais toi, du haut de ton expérience, est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que c'est quand même une situation qui se reproduit de temps en temps, des employeurs qui disent bah, si vous n'êtes pas contente avec votre salaire, moi je vous augmenterai pas. Si vous n'êtes pas contente, la porte c'est là. Est-ce que vraiment ça arrive? Alors, c'est pas du tout une légende urbaine, c'est la réalité du terrain. Ok. Et puis il y a même deux options. Tu as l'employeur qui te dit, bah, si il va pas il te dit jamais de manière, alors dans des cas extrêmement rares, hein, il te dit si t'es pas content, tu dégages. Oui. Mais en réalité, il te fait comprendre que c'est ça et pas autrement. Et donc toi, tu comprends entre les lignes que si t'es pas contente, tu n'as qu'à partir, tu vois. Et cette manière de te le faire comprendre, c'est de te dire, par exemple, d'une manière toute simple, mais tu sais, dans cette entreprise, il faut s'attendre à rien du tout, hein. C'est comme ça, malheureusement. Tu sais, tu n'as pas grand-chose à t'attendre de cette entreprise. Oui. Et tu Ou vois, personne n'est indispensable. Ça, on l'entend voilà. aussi. Si t'es pas contente, il y en a 10 derrière. Voilà. Alors, des fois, après, tu as des degrés d'intensité. Tu vas voir l'employeur qui va te dire bah, si tu n'es pas content, tu en as 10 derrière. Je pense que ça, il y en a de moins en moins qui le font parce que ça ne se fait pas du tout en réalité, tu vois. Enfin, voilà. J'espère en tout cas qu'il y a de moins en moins qui le font, mais je pense que on est plus dans, il y en a beaucoup qui sont plus dans la subtilité, donc plus dans le vice au final. Parce que quand Ouais. tu dis à quelqu'un, bah, tu sais, malheureusement, cette entreprise, c'est comme ça. Il faut pas t'attendre à grand-chose quand tu rentres dans cette entreprise. Essaie de te contenter de ce que tu as. Regarde, l'équipe, elle est formidable. Tu es sûr, Mm. je suis pas sûre que tu trouves une super ambiance dans une autre entreprise. Ça aussi, c'est important. Tu sais, il n'y a pas que la rémunération. Donc, en fait, tu vois, c'est des arguments qu'on te donne et entre les lignes, on te dit que ça sera comme ça que ça va pas bouger. C'est pas une légende urbaine. Tu as d'autres employeurs aussi, et ça je le rencontre très souvent aussi, qui en fait font des représailles une fois que tu as demandé une augmentation, que tu n'as pas lâché l'affaire et que tu as décidé que c'était pas normal et que tu demandes une augmentation. J'ai eu le cas d'une cadre dirigeante dans un très grand groupe français qui a subi du harcèlement moral suite au fait qu'elle n'a pas lâché sur le fait qu'elle méritait une augmentation et pourtant elle était légitime dans sa demande. Elle avait Ouais. vraiment construit un argumentaire et plus qu'un argumentaire, elle avait construit un dossier qui était factuel sur le fait qu'elle méritait vraiment cette augmentation. Et en fait, elle a subi des représailles par la suite. On lui a sucré du budget, on a limité son périmètre, on lui a fait des reproches managériales. Enfin, voilà. Et ça, c'est des choses qui arrivent vraiment. Mais en réalité, même si elles arrivent, on n'est pas. En fait, ça fait partie du nuancier de la vie, ces choses-là. Donc, moi, mon job, c'est pas de vous dire ça peut arriver, surtout ne faites rien. Mon job, c'est de vous dire, avant qu'on en arrive à ce stade-là, on a l'option 1, l'option 2, l'option 3, l'option 4, l'option 5. Et en fait, je ne vous laisserai même pas arriver à ce stade-là, parce que déjà avant, on aura fait le travail tout ensemble pour identifier un peu les signes qui montrent qu'en fait, votre employeur, il cherche des excuses pour vous balader et pour vous maintenir le Mm. plus longtemps possible sur votre poste à travailler gratuitement. Et dans ce cas-là, nous, on met en place une stratégie qui nous permet voilà, d'aller voir ailleurs comment si l'herbe est plus verte, tu vois. Donc, on n'en arrive pas au stade où l'employeur nous met vraiment au pied du mur et on perd un peu en crédibilité sur notre volonté d'être augmenté. Mais c'est une réalité qu'il faut quand même souligner. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore comme ça, malheureusement. Et il y a beaucoup Ouais. d'employeurs qui sont véreux et qui profitent de la vulnérabilité, du manque de confiance, qui propagent de fausses croyances, des Ils font du légendes chantage urbaines, affectif aussi. Ouais. du chantage affectif. Tu peux pas me partir, tu peux pas me laisser comme ça. Attention, il fait froid dehors. Tu sais, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve. Toutes ces choses-là. Donc, en fait, moi, mon objectif, c'est de dire quand on a, quand on met, et c'est pour ça, tu vois, une demande d'augmentation, je le dis tout le temps, ça se fait pas comme ça. T'attends pas le dernier Ouais. moment. Ça ne vient pas comme une envie de boire un café. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que ce soit mûri, réfléchi, travaillé et inscrit dans le cadre d'une stratégie qui est claire pour toi. Avec option 1 si ça marche, option 2 si ça marche pas, option 3 qu'est-ce que je fais si l'option 1 et 2 ne marchent pas?
Et comme ça, tu es toujours aligné avec ta volonté, tu es toujours aligné avec ta stratégie. Et finalement, c'est toi qui garde les rênes et c'est toi qui garde Ouais. le pouvoir. À aucun moment, tu as l'impression d'être la marionnette de quelqu'un. Ouais, non, mais c'est très. Ça va tout à fait dans cette logique d'empouvoirment dont tu parlais un peu plus tôt. Alors, justement, toujours sur ce sujet un petit peu de demande d'augmentation, est-ce que toi, tu conseilles tes clients, par exemple, sur le meilleur moment pour demander une augmentation? Parce que souvent, on a tendance à attendre un peu, comme on n'est pas à l'aise avec ce sujet-là, on se dit, bon, bah, le seul moment où j'ai peut-être une fenêtre de tir, c'était le moment de l'entretien annuel d'évaluation. Est-ce que toi, tu conseilles d'aborder cette question-là au moment de l'entretien annuel d'évaluation, parce que finalement, c'est un moment où on peut mettre les choses par écrit, on peut laisser une trace pour l'avenir? Ou est-ce que tu me conseilles un autre moment? En fait, j'observe aussi que les femmes, je parle des femmes parce que c'est celles que Oui, je oui, suis le plus, hein, mais on peut j'ai bien aussi compris. généraliser ça aux personnes de manière générale. Et particulièrement les femmes, en fait, on attend que la coupe est pleine pour pouvoir parler. C'est Ça vrai. fait, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on n'a pas d'augmentation. Toutes les années, on se dit cette année c'est la bonne, cette année c'est la bonne. Ils vont avoir honte, ils vont quand même augmenter. Ils vont vraiment se dire à un moment donné, là on est allé trop loin, on va redresser les choses. Puis voilà, ça monte, ça monte, ça monte, la frustration, la rumination, toutes les énergies négatives, elles montent, elles montent, elles montent, jusqu'au moment où, en fonction de son caractère, soit on aborde le sujet à un moment qui n'est pas du tout le bon moment, soit un jour, on pète un câble, on défonce la porte du bureau de son manager, on lui dit, écoute, maintenant, tu m'augmentes, sinon je me casse. Soit on tombe dans une pathologie de souffrance au travail, parce qu'à force de Mm. ruminer, à force d'être frustré, ben, finalement, on tombe soit en burn-out, soit on crée une véritable pathologie qui vraiment nous immobilise et nous empêche, des fois, on tombe même en dépression. Ouais, Donc, en fait, en réalité, tout ça vient du fait qu'on n'aborde pas le sujet au bon moment. Et moi, je dis toujours aux personnes, la règle numéro 2, puisqu'on a dit que la règle numéro 1, c'était deux mots si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. La règle numéro 2, c'est qu'il faut toujours, toutes les années, demander une augmentation. De la même manière que vous payez vos impôts, de la même manière que vous achetez, vous changez la NORAC à vos enfants, de la même manière que vous venchez les choses, etc., vous demandez une augmentation. Et quand je parle d'augmentation, ce n'est pas forcément une augmentation de 10-20%. Toutes les années, il faut prendre cette habitude-là de dire, bon, bah, juste by the way, cette année, l'inflation, c'est 2,4%. Donc, en fait, en réalité, si tu ne réajustes pas mon salaire, bah, moi, je perds de l'argent. Donc, il faut réajuster mon salaire au coût de la vie. Donc, on est d'accord que cette année, il y aura au minimum 2,4% pour absorber le coût de l'inflation. Rien que ça, c'est une augmentation. Parce que si vous ne le faites pas, sur 5 ans, bah, vous perdez 500 euros de salaire, quoi. c'est ça. J'exagère un petit peu, mais vous perdez de l'argent. Donc ça, Non, c'est mais la tu fais première bien de le chose. dire. Donc déjà, première temporalité, toutes les années, ne serait-ce que pour l'inflation. Et deuxième temporalité, une augmentation de rémunération, un projet d'augmentation de rémunération, comme un projet d'augmentation de tarif, ça se prépare. Et ça se prépare 3 à 6 mois à l'avance. Pourquoi? Parce que en général, si vous attendez le dernier moment, c'est-à-dire le moment de l'entretien annuel, Je suis désolée, il y a du bruit autour de moi. Normalement, c'est ça la va pas vie, durer trop longtemps. C'est bon. Normalement, c'est fini. Je suis désolée. pas de souci. Si vous attendez le dernier moment, qui est le moment de l'entretien, en réel, c'est pas grave, Je suis t'inquiète pas, désolée. Désolée pour ceux qui nous regardent. Il y a des travaux autour de moi. c'est les joies du direct. Ouais, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Ça reprend ta phrase. Pas de problème. Donc, je disais, si. Et c'est à ce moment-là où tu vois, il refait du bruit. Non, c'était Oui. juste un blague en aparté. Je disais que si vous attendez en fait votre entretien annuel pour vocaliser le fait que vous voulez obtenir une augmentation de rémunération, les grandes chances que vous ayez, enfin, vous avez de grandes chances que votre manager vous formule ce type de réponse. Mince, Lucie, tu aurais dû m'en parler avant. Parce que tu vois, maintenant, les budgets sont faits. Donc, ce que je te propose, c'est que je prends note, tu vois, je l'écris, je prends note de ta demande, et puis on en rediscute l'année prochaine. Ouais. Ça, c'est la réponse la plus classique. Je vous dis, ça fait presque 10 ans que je fais ça. C'est la réponse la plus classique qu'on obtient quand on n'est pas dans la bonne temporalité. Votre manager, il est content parce que du coup, bah, il gagne un an de plus. C'est Il n'a ça. pas. Et puis aussi, au-delà du fait que votre manager est content parce qu'il gagne un an de plus, etc., la réalité, c'est que moi, je suis convaincue que les employeurs ne sont pas tous malveillants. Ils ne se lèvent pas tous en disant chouette, aujourd'hui, qui est-ce que je vais discriminer. Je pense qu'aussi, il y a des règles du jeu, encore une fois, dont on n'est pas au courant.
Et demander une augmentation, ça veut dire qu'il faut la préparer. Pourquoi il faut la préparer? Parce que votre manager, il doit peut-être en parler à son manager à lui. Il faut certainement en parler au RH. Il faut certainement prévoir et budgéter cette augmentation de rémunération dans le portefeuille des avancements. Il faut peut-être aussi décider si vous la donnez à vous, il ne la donnera pas à quelqu'un d'autre. Voilà, il y a énormément de leviers à actionner en interne. Et si vous ne laissez pas suffisamment de temps à votre employeur pour le faire, bah, la réponse la plus simple pour lui, parce que finalement il n'a pas de temps, c'est de vous dire non. Ouais. Donc, il faut vraiment comprendre aussi, c'est pour ça que je vous parle des règles du jeu. Il y a vraiment des règles du jeu à suivre dans le monde de l'entreprise. Il y a un langage à adopter, il y a un comportement à avoir, il y a des stratégies à mettre en place. C'est pas l'école, encore une fois. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et puis aussi, au-delà de tout ça, je pense que quand on demande une augmentation de rémunération, moi, je peux très bien te dire, bah voilà, Lucie, moi, je voudrais 10% d'augmentation. Puis toi, tu peux revenir en disant, bah non, écoute, moi, j'ai réussi à t'obtenir que 5%. Donc toi, après, il y a tout un aller-retour aussi. Tu peux lui dire, OK, Bien sûr. 5%, mais par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir avoir une mobilité en interne et accéder à un certain niveau de poste. Donc, en contrepartie des 5% ou pour combler le delta, ce que je te propose, c'est de me payer une formation diplômante. Enfin, Ouais. voilà, tu vois, c'est pas juste, je te demande, tu me dis oui, tu me dis non et on en finit là. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça la négociation. C'est parce qu'en fait, c'est un échange, il y a des allers-retours où en fait, toi, tu es au point A et ton employeur est au point B. Et petit à petit, au fur et à mesure des échanges, vous trouvez un compromis qui vous correspond à tous les deux. Et c'est là où l'exercice est vertueux et pour l'employeur et pour l'employé. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, mais là on vient d'avoir les derniers chiffres de l'inflation et on est sur un taux d'inflation qui est très très haut, qui est je crois de 3,6%. Donc, vous l'avez compris, INSAF vous l'a très bien expliqué, si vous avez une augmentation qui est inférieure à 3,6%, techniquement, vous perdez de l'argent. C'est Oui. même pas que vous arrêtez d'en gagner, c'est que vous perdez du pouvoir d'achat. Donc, c'est super, super important. Oui. Alors, j'avais également, donc oui, juste pour clôturer ce sujet-là, donc j'ai bien compris qu'il fallait demander une augmentation tous les ans. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu conseilles. Et toi, tu conseilles de t'y prendre le plus en amont possible. Donc, si les entretiens annuels d'évaluation, parce que souvent, ils ont quand même lieu entre janvier et mars, toi, tu conseilles de t'y prendre un an avant, 6 mois avant. Alors, si votre entretien annuel, il est en début d'année civile, donc entre janvier et mars, moi, Ouais, je vous conseille de commencer à échanger sur le sujet à partir de la rentrée, c'est-à-dire à partir de septembre-octobre. d'accord. Là, vous Ok. mettez en place, parce que il faut déjà, vous de votre côté, voilà, mettre en place une stratégie, aller calculer, enfin, aller déterminer la juste valeur de votre profil, parce que ça aussi, c'est une fausse croyance. On pense que quand on entre sur un poste à N+5, on a toujours la même valeur que quand on est entré sur le poste. Eh bien non, vous avez gagné en expertise, vous avez gagné en expérience, vous avez gagné en compétences, et tout ça, ça se paye. Donc, il faut aller vérifier quelle est aujourd'hui, présentement, la juste valeur de votre profil sur le marché de l'emploi, la comparer à votre actuelle rémunération, faire l'exercice aussi de faire votre ratio contribution-rétribution. Qu'est-ce que vous faites exactement dans le cadre de fonds fonction? Est-ce que votre périmètre d'activité a évolué? Est-ce que le contenu de votre poste a évolué? Voilà, finalement, c'est mettre en place un dossier, rassembler tous les éléments de preuve qui prouvent que cette augmentation-là est factuellement méritée et qu'elle correspond à un véritable travail que vous avez accompli, plutôt que une lubie émotionnelle juste pour nourrir votre ego. Oui, Donc, bien sûr. tout ça, c'est hyper important. Et puis, du coup, ça prend du temps. Une fois que vous avez monté votre dossier, il faut passer à la phase qui est la plus dure, c'est d'aller demander pour obtenir. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place un rendez-vous avec votre manager. Il faut ensuite peut-être mettre en place un rendez-vous avec les RH. Peut-être que votre manager, c'est quelqu'un qui voudra pas porter le sujet en interne. Donc, il faudra identifier la personne décisionnaire. Il faudra prendre un rendez-vous avec la personne décisionnaire. Et tout ça, ça prend du temps finalement. Sans parler de la phase de négociation pure. On va vous faire une proposition et vous allez revenir dessus pour essayer de la Ouais, moduler. Donc, si votre entretien annuel est au mois de décembre, je dirais que l'idéal, c'est de commencer à discuter avant l'été. En tout cas, d'entamer les discussions avant l'été. Et ouais. si votre entretien annuel est Q1 de l'année suivante, janvier-mars, mon conseil, c'est d'entamer les discussions à partir de la rentrée scolaire, c'est-à-dire septembre-octobre. Et là, vous avez toute la fin d'année pour vous assurer qu'au moment où il y aura l'entretien annuel d'évaluation, eh ben, on affirmera votre Ouais. augmentation, elle ne sera pas discutée, elle sera validée et annoncée officiellement. D'accord. Non, mais c'est extrêmement clair. Alors,
Maintenant, on va laisser un peu de côté le sujet augmentation parce que enfin, c'est très très riche tout ce que tu nous dis. Et j'avais envie de parler un peu plus du sujet de l'embauche parce qu'il y a souvent la question qu'on redoute quand on est dans un processus d'embauche, c'est le fameux moment où vient la question de la rémunération et où parfois notre potentiel futur employeur nous demande combien on gagnait sur notre ancien poste. Alors déjà, est-ce qu'il a le droit de le faire? Est-ce qu'il faut répondre? Qu'est-ce qu'il faut répondre? J'ai fait tout un Negotiation Monday pour toutes celles Ah qui ouais, nous écoutent. Vraiment, tous les lundis, je partage une technique de négociation où voilà, je balaye une fausse croyance, je donne des clés pratiques avec des phrases pirouettes, etc. pour répondre à ce type de situation comme tu les illustres là, Lucie. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur mon feed. Il y a plein de contenu. oui, allez voir le Allez-y, compte d'Initial. amusez-vous, faites votre petit marché. Alors, en fait, c'est très intéressant. Quand un recruteur te dit combien vous gagnez actuellement, en réalité, c'est un mauvais recruteur. C'est un mauvais recruteur ou c'est un jeune recruteur qui n'a pas été formé, mais vous avez face à vous quelqu'un qui n'est pas spécialiste du recrutement. Donc, Et je vais vous dire pourquoi. red flag direct. Donc, red flag direct. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne recrute pas les gens en fonction de leur ancien salaire. On recrute des gens par rapport à une fiche de poste qui définit un profil, qui lui-même liste des qualifications, des compétences, des hard skills, des soft skills. Et tout ça, en fait, ça a une valeur sur le marché. Donc, le recruteur, en réalité, quand il reçoit la fiche de poste et la personne qui doit recruter, il reçoit systématiquement un budget de rémunération qui est Ouais, envisagé. il Parce a que une tout ce enveloppe. travail-là, il a été fait en amont par les RH, c'est leur job, tu vois. Donc, en amont, les RH ont mandaté le cabinet de recrutement en disant, bon, bah voilà, je recrute quelqu'un sur le poste suivant avec ce niveau de qualification, de Ouais, diplôme, ce niveau d'expérience, ce niveau de compétence, avec en plus ce type de soft skills, avec en plus une spécialité sur X, Y, Z. Et mon budget, il est dans une fourchette entre X et Y. Donc, quand le recruteur, en ayant toutes ces informations-là, vous reçoit dans son bureau ou par téléphone et vous demande quel est votre niveau de salaire actuel, son unique objectif, c'est de niveler votre salaire vers le bas. C'est d'obtenir la meilleure personne au moindre prix. Et aller ouais, faire le fanfaron auprès de son client en lui disant, vous voyez, comme je suis fort, je vous ai obtenu le meilleur profil au moindre prix. Pour moi, ça s'appelle le syndrome Vinted. Encore une fois, j'adore Vinted, mais je pense que ça parle à plein de gens, donc c'est parfait comme comparaison. c'est vraiment le syndrome Vinted. On est là, on n'est pas professionnel, on est là. Parce qu'un recruteur, c'est un professionnel dont le but, c'est de recruter la meilleure personne pour le poste. Et tout l'objectif du recruteur, c'est de trouver la perle pour le poste en question. Parce que si c'était aussi facile, les RH le feraient tout seul, ils ne feraient pas appel à lui. Et une personne qui va s'inscrire dans la durée dans l'entreprise. C'est ça un bon recruteur. C'est ça le job d'un recruteur. Le job d'un recruteur, c'est pas d'aller faire le marchand de tapis pour essayer d'obtenir le sac Chanel au prix du Zara. C'est pas ça un recruteur. Donc, quand vous êtes face à un recruteur qui vous pose cette question-là, sachez que vous êtes face à un recruteur qui n'est pas professionnel. Et Ouais, donc, moi, quand je suis face à un recruteur qui n'est pas professionnel, je ne m'énerve pas, je ne rentre pas en conflit, je ne vais pas aller dépenser mon énergie à apprendre le métier à quelqu'un d'autre. Par contre, je vais défendre ma juste valeur en le remettant correctement à sa place. Et comment je défends ma juste valeur en le remettant correctement à sa place? Je lui réponds la phrase suivante. Je ne pense pas que le plus important ou le plus intéressant soit de savoir quelle est ma rémunération actuelle, mais plutôt la valorisation de mon profil sur le marché de l'emploi. J'ai, moi, par ailleurs, fait mes recherches et il apparaît que la juste valeur de mon profil sur le marché de l'emploi est dans une fourchette entre X et Y. J'aurais donc plutôt tendance à vous demander si cette fourchette est alignée avec le budget qui vous a été fourni par votre client. Qu'en et là, on pensez-vous? prend le pouvoir. Mais voilà. Et là, voilà, là, tu as repris le pouvoir. Tu lui as montré qu'il n'était pas face à une débile mentale. Tu lui as montré que tu avais une parfaite connaissance de ta juste valeur sur le marché. Tu lui as démontré que tu avais une parfaite reconnaissance des règles du jeu dans un processus de recrutement et que tu étais une putain de badass. Mm, mm, mm. Et que c'est pas à toi c'est pas au vieux singe qu'on va apprendre à faire la grimace. Et du coup, le recruteur, il va te respecter, il va aller dans ton sens, il va dire, OK, là, j'ai vraiment la paire parce que c'est vraiment une personne qui est professionnelle. Il ne va pas se dire, oui, j'ai quelqu'un de vulnérable et je vais en profiter pour moi pouvoir faire le fanfaron. Et tu t'es pas énervé
n'as pas perdu ton énergie. Tu t'es pas culpabilisé en disant mais purée, qu'est-ce que je suis bête, pourquoi est-ce que j'ai répondu ci, pourquoi est-ce que j'ai Mhm. répondu ça. Encore une fois, voilà, je me fais prendre pour une débile, blabla. Et on y va dans l'autoflagellation. Et voilà, tu as défendu ta juste valeur. Tu l'as fait calmement, tu l'as fait posément, tu as posé ton pouvoir sur la table. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va juste te répondre ce que tu attends, c'est-à-dire effectivement, le budget est celui-ci, effectivement, la juste valeur de votre profil est dans le budget qui a été mis en avant par mon client. Et si tu vois qu'il vraiment il insiste, parce que j'ai eu le cas, et ça me fait sourire parce que j'ai le cas actuellement avec une de mes coachées. Ah oui, d'accord. Mais vraiment, Elisa, si tu nous vois, je te salue. Salut Lisa. Et la recruteuse lui a répondu, ah ben si vous voulez pas me divulguer votre salaire, c'est parce qu'en fait vous êtes payé moins que le salaire que vous annoncez comme étant votre juste valeur. Mais là, si la recruteuse vous dit ça, c'est ce que j'ai répondu à Elisa, hein. Dans ce cas-là, il faut lui dire, bah déjà, il faut comprendre que ça ne sert à rien de continuer à perdre votre énergie avec quelqu'un comme elle. Maintenant, on n'a pas tout le luxe aussi de pouvoir arrêter un entretien de recrutement. Parce que des fois, Mhm. on est dans des situations où c'est compliqué, on n'a pas de travail depuis longtemps, on a besoin de manger et enfin, on n'est pas toute entière, quoi. Donc, des fois, il Bien faut sûr. avaler sa langue et quand même aller de l'avant. Si la recruteuse vous dit ça, ce qui a été le cas pour ma coachée qui s'appelle Elisa et que j'adore et que je salue, ma phrase pirouette est de dire, écoutez, madame la recruteuse, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se recentre un peu sur le contenu, le périmètre du poste, la personne que vous recherchez et sur la juste valeur de mon profil sur le marché du travail. Je ne pense pas que ce soit intéressant d'entrer dans des discussions qui sont stériles. Le plus important aujourd'hui, c'est de savoir si le budget de votre client il est aligné avec la pratique de marché. Comme je vous ai annoncé, la valeur de mon profil sur le marché de l'emploi est autour de X euros. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on continue l'échange sur cette base-là. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et là, la recruteuse, il faut vraiment qu'elle soit débile ou qu'elle ait vraiment envie qu'elle soit vraiment toxique pour encore enfoncer le point et vous dire non, mais je veux connaître votre salaire. Et si elle insiste, vous dites écoutez, je suis pas à l'aise à vous partager cette information-là. Mhm. Donc, en fait, et c'est ça que j'apprends moi aux femmes avec mes formations et mes coachings de ma juste valeur. Je vous apprends que vous n'êtes jamais jeté dans le feu. Parce que des fois, j'ai des coachés qui me disent j'ai l'impression qu'on m'a jeté dans le feu. Non, vous n'êtes pas jeté dans le feu, vous êtes le feu. Vous avez en vous toutes les ressources pour pouvoir gérer n'importe quelle discussion, n'importe quel problème, et je vous donne toutes les ressources pour pouvoir gérer n'importe quel entretien, peu importe la direction qu'il prend, tout en restant calme, en affirmant votre juste valeur et en la défendant de manière très intelligible et audible, sans vous énerver, sans passer par un tsunami émotionnel et sans être obligé non plus de manger votre chapeau face à un recruteur quand vous êtes dans une situation de vulnérabilité. Sachant qu'en plus, si vous avez le choix, ça vous permet aussi de vous dire, ouh là là, est-ce que j'ai vraiment envie d'intégrer une boîte où déjà dès le process de recrutement qui est censé être un peu le moment opération séduction où tout le monde s'aime bien et tout le monde se désire et tout le monde est intéressé. Si déjà ça se passe mal comme ça dès le départ, ça peut potentiellement puer pour la suite aussi, quoi. Exactement, mais j'adore, je fais souvent un parallèle avec le dating, tu vois, parce que je trouve que c'est rigolo Ouais, et puis ça permet d'apporter une petite dimension ludique. Quand tu fais un entretien de recrutement, c'est comme un premier rendez-vous de date en réalité. Si face à toi, tu as un mec qui te dit du mal de son ex, qui est hyper vulgaire, qui est grossier et qui fait tout pour te rabaisser, mais quel intérêt de sortir avec lui? Le seul intérêt de sortir avec lui, c'est que tu es en dépendance émotionnelle. mm, Et moi, je vous apprends justement à ne pas être en dépendance ni financière ni émotionnelle. Donc, c'est ça en fait. ouais. Alors je vois, il y a quelqu'un qui commente. Alors c'est Mélanie qui dit, on ne change pas de job pour avoir exactement le même poste. En toute logique, si poste différent, alors rémunération différente. Bah oui. Amen, sister. Non, mais c'est sûr, c'est clair. Alors, je vois que l'heure tourne. Je vais pas trop abuser de ton temps parce que je sais que voilà, t'as un emploi du temps très chargé. J'avais une dernière petite question un peu technique. Comment déterminer sa marché sur le travail? Est-ce qu'il y a des référentiels qu'on peut consulter qui prennent en compte, par exemple, l'ancienneté, si on a un statut junior, senior? Qu'est-ce que tu conseilles généralement tes coachés? Sans dévoiler tous tes secrets de fabrication, bien entendu. Aucun problème. Alors, je conseille à toutes celles qui veulent vraiment
qui veulent avoir de la visibilité sur la méthode Ma Juste Valeur pour aller découvrir la juste valeur de son profil ou de sa prestation sur le marché de l'emploi, d'aller écouter l'épisode 4 de la saison 1 où je partage tout. Donc, ça, c'est vraiment pour faire un résumé complet. Si d'une manière ou d'une autre, j'articule Oui. mal dans ce live mes conseils. Moi, j'ai mis en place une technique qui s'appelle la méthode du faisceau d'indices pour aller découvrir sa juste valeur. Et en fait, comme un détective privé, vous mettez votre casquette, vous mettez votre impair et vous allez découvrir, vous allez enquêter, investiguer sur la juste valeur de votre profil. Et il y a 3 étapes. La première étape, vous googlisez l'intitulé de votre poste. Par exemple, juriste financier, 4 ans d'expérience, community manager, 8 ans d'expérience, directrice marketing, 3 ans d'expérience, peu importe. Consultante cybersécurité junior, donc pas d'expérience, Ouais. vous googlisez et à côté, vous mettez salaire. Et là, vous avez un maquis d'informations qui arrive, mais surtout, Google a une fonctionnalité qui vous permet d'avoir la réponse qui est vraiment en haut La plus pertinente, ouais. de la page. Et donc là, vous allez avoir une fourchette qui est hyper large. On va vous dire, par exemple, une juriste, 3 ans d'expérience, est payée j'imagine, entre 10 et 20 000 euros par an. Et du coup, c'est une fourchette qui est hyper large. Donc, on part de cette base-là et après, on va venir l'affiner. D'où la méthode du faisceau d'indices. C'est pour l'affiner. Donc, première étape, on a découvert cette première fourchette-là. Deuxième étape, on va venir, la deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'affinage, parce qu'on va venir affiner. Et on affine comment? On affine en regardant les job boards, parce que dans certaines, alors toutes les annonces d'emploi ne comportent pas la fourchette de rémunération, mais il y en a quand même beaucoup qui comportent des fourchettes de rémunération. Donc, on regarde les job boards, on regarde aussi les études de rémunération, les guides de rémunération qui sont émis annuellement par les grands cabinets de recrutement. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a Michael Page, Robert Half et AIS qui en font. Donc, mettez études de rémunération et là, vous allez avoir la dernière étude de rémunération en date qui va vous permettre de venir réduire cette première fourchette que vous avez trouvée. Vous pouvez aussi interroger les membres de votre réseau. Par exemple, si moi je suis coach en négociation de rémunération et que toi, Lucie, tu es également coach en négociation de rémunération, je peux t'appeler en disant salut Lucie, quels sont les tarifs que tu fais? Voilà, moi j'ai envie de devenir coach en négo de rémunération. Est-ce que tu peux essayer de m'aider à essayer de trouver le bon tarif ou la bonne rémunération? Et donc voilà, les membres de votre réseau, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un réseau, de faire partie d'associations, de vraiment développer et nourrir ce réseau-là parce que c'est ce qu'on appelle en anglais le whisper network. C'est-à-dire, c'est le réseau secret, quoi. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc après cette deuxième étape, vous avez affiné la première fourchette. Et pour confirmer la fourchette, parce que l'idéal, c'est d'avoir un delta de 5 000 euros entre la fourchette basse et la fourchette haute. Pour vous donner un exemple, si au départ, vous êtes parti entre 10 et 20, après, vous êtes arrivé à affiner entre 13 et 28. Et après, lors de la troisième étape, l'idée, c'est de vous dire, en réalité, ma juste valeur sur le marché de l'emploi, elle est entre 15 et 20, par exemple. Tu vois, c'est comme ça qu'on affine. Et la troisième étape, moi, c'est la meilleure étape que je préfère parce que c'est celle qui vous permet d'aller chercher l'information à la source et d'obtenir la véritable réponse à vos questions et la véritable valeur monétaire que le marché accorde à votre profil en fonction de votre expérience, de votre expertise, blablabla, tout ce qu'on a dit. C'est de passer des entretiens sur lesquels il y a 0 enjeu. Et quand je dis passer des entretiens sur lesquels il y a 0 enjeu, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous passiez votre temps à passer des entretiens. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'interroger les recruteurs. C'est-à-dire que déjà, c'est bien de passer des entretiens sur lesquels il n'y a pas d'enjeu parce que vous ne voulez pas du poste, parce que vous vous entraînez, vous mettez en jambes. Bien sûr. Vous apprenez à négocier. En jambes. Voilà. Et surtout, avant d'apprendre à négocier, vous apprenez à oser parler d'argent lors d'un entretien de recrutement et être celle qui déclenche la discussion. Déjà, ça, c'est un pas de dingue en réalité. C'est clair. Donc, déjà, vous donnez l'habitude de faire ça, c'est formidable. Et puis, si vous ne voulez pas passer du temps, vous voulez skipper un petit peu, passer cette étape-là, il vous suffit juste de prendre votre téléphone, d'envoyer un email au recruteur et de lui dire « Bonjour, cher recruteur, j'ai vu cette annonce-là qui me semble intéressante. Pour figer ma décision, j'aurais besoin de connaître le package de rémunération envisagé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me communiquer cette information ?» Le recruteur, il va te le partager parce que ce n'est pas une information confidentielle. Et au pire, si sur 5 emails que tu as envoyés ou 5 coups de fil que tu as passés, il y en a 2 qui vont te dire non, mais il y en a quand même 3 qui vont te donner une réponse. Et donc, en fonction de cette réponse-là, tu vas venir affiner et tu vas avoir une visibilité la plus claire possible sur la juste valeur de ton profil. Et c'est pareil pour les indépendants.
Ben, c'est très clair, Insaf. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Franchement, alors, moi, j'ai déjà écouté certains de tes épisodes de podcast, mais ça donne envie de tous les réécouter et de les réécouter régulièrement pour garder le cap dans tout ça. Alors, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit peu de ton actualité du moment, si tu as quelque chose que tu souhaites partager avec nous. Oui, bien sûr. Alors, je vais peut-être répondre à Hygiani qui me dit: Salut Nissa, qu'est-ce qu'on retrouve dans ton guide de négociation de rémunération à l'embauche Ah, j'avais versus pas ton vu ça. podcast, ton compte Instagram, etc. En fait, Hygiani, le guide de négociation de rémunération, c'est un manuel de négociation de rémunération. Donc, tu as toute ma méthode, donc toute la méthode Ma Juste Valeur, parce que tu te doutes bien que je ne partage pas tous mes secrets sur mon compte Instagram et sur mon podcast. Sinon, bah, je ne pourrais pas vivre de mon C'est expertise. sûr. Hein. J'aimerais bien, dans un monde parfait, c'est l'État qui me paierait pour vous donner ces informations-là, mais pour l'instant, ce n'est pas encore envisageable d'après le Mais tu as quand même gouvernement. une activité d'intérêt public, je tiens à le dire. Donc, merci beaucoup, Lucie. Donc, c'est vraiment un manuel de négociation de rémunération, comme en fait le livre que tu aurais souhaité avoir quand tu es sorti de l'école. Et c'est pour ça que j'ai le manuel de négociation de rémunération et le manuel de renégociation de rémunération. C'est parce qu'en fonction de ton besoin, en fait, les choses sont différentes. L'articulation de ta stratégie est différente. L'articulation de ton script pour demander et obtenir est différent. Et donc, dans ce guide-là, ben, tu as ma méthode qui est vraiment développée au maximum. Tu as un script aussi avec toutes les phrases pirouettes que j'utilise en fonction des situations pour te permettre d'être la plus préparée possible à ça. Et puis, ce guide-là, c'est vraiment. En fait, moi, j'ai construit mes offres en me disant la valeur de mon travail, elle est inestimable. J'ai conscience, et ce n'est pas du tout de l'arrogance, j'ai vraiment conscience de la qualité de mon travail et de la valeur de ce travail-là qui est vraiment inestimable. Quand j'ai plus de 90% de réussite, j'ai des femmes qui passent de 50 000 euros à 80 000 euros. Enfin, j'ai des femmes qui ont toujours été payées 30 000 euros et puis qui arrivent après être venues avec moi à être payées 70, 80, 60. Et encore une fois, je ne suis pas Waouh. magicienne. Hein. Je leur donne pas des formules magiques particulières. Je veux vraiment être claire là-dessus. Je leur apprends juste à aller utiliser les données de marché de manière mathématique et les appliquer à leur situation. Et du coup, en fait, comme cette valeur-là, elle est inestimable, mes formations avec le coaching, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis à un niveau de prix qui est assez élevé. Mais en fait, ma volonté, c'est vraiment que cet enseignement soit diffusé à tous. C'est pour ça que j'ai mis des prix. C'est pour ça que j'ai créé un guide de négociation de rémunération. C'est pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens et puissent quand même l'aborder et avoir un outil qui leur permet de négocier leur rémunération. Et puis là, je vais lancer prochainement des cours en ligne de négociation de rémunération qui vont être au prix de 197 euros et qui vont Trop bien. permettre à tout un chacun de pouvoir suivre ce cours en ligne. Et donc voilà, j'ai le guide de négociation de rémunération, j'ai les cours en ligne qui sont un peu plus chers à 197 euros. Puis après, j'ai ma formule d'accompagnement sur 3 mois pour préparer votre négociation ou renégociation de rémunération, qui est elle un peu plus chère, elle est autour de 1 000 euros. Et puis après, il y a mes séances de coaching d'une heure et demie qui sont à 180 euros. Donc voilà, j'ai vraiment, je vous ai déroulé ma politique tarifaire. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir mon LinkedIn ni mon site internet. Mais tout ça pour dire qu'il y en a pour toutes les bourses. C'est un peu pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. L'idée vraiment, c'est d'accompagner les personnes les plus vulnérables aussi et pas que mon enseignement soit l'apanage des privilégiés ou des plus nantis, quoi. Donc voilà. Donc pour terminer, pour mes actualités, bah, il y a toujours le podcast qui sort 2 fois par mois où je lève les tabous sur les femmes et l'argent. N'hésitez pas à aller écouter, à mettre des commentaires, à liker, etc. parce que ça m'aide beaucoup et ça m'aide à avoir beaucoup plus de visibilité. J'ai plus de 650 000 écoutes et je suis très heureuse parce que c'est quand même beaucoup de travail et voilà, et je suis très Bravo. contente. Très, très belle réussite. Et sinon, bah, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Tous les lundis, je partage un tip sur la négociation de rémunération. Je partage des douzaines d'ondes, voilà, je partage plein de tips comme ça. Et puis évidemment, si vous voulez vous faire accompagner de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas. Je viens de dérouler ma politique tarifaire et mon accompagnement. Donc, je suis certaine que vous trouverez votre bonheur. Voilà. Merci pour tout, Insaf. Le mot de la fin, si tu en as un. Oui, ne restez pas dans la salle d'attente de votre vie. Super. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de participer à ce live. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis en direct live et merci à toutes celles qui vont nous regarder en replay. Vous avez bien sûr la possibilité de poser vos questions en commentaire de cette vidéo, mais également de contacter
INSAF directement. Bon, bien évidemment, je te marquerai dans le post Instagram pour amener les gens à te contacter. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages directement. Et puis, si ça relève de l'expertise d'INSAF, je reconduirai bien évidemment les personnes vers toi. Merci encore infiniment, INSAF, pour toute ta sagesse, toute ton expertise. C'était un live vraiment très, très intéressant. Et puis, à bientôt. Merci Lucie aussi à toi parce que tu fais un travail formidable avec ces lives, avec tous Merci beaucoup. tes programmes d'accompagnement et toute l'énergie que tu mets là-dedans et la bienveillance aussi parce que encore une fois c'est bien de faire les choses mais c'est encore mieux de les faire correctement et toi tu fais très très bien. Donc Merci beaucoup. merci à toi également pour cette invitation et pour ce moment fabuleux passé en ta compagnie et en votre compagnie à tous. Le plaisir a été partagé. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Salut.